Universitaire, docker, commando marine, gendarme, patron du GIGN, il a été responsable de la sécurité au JO d'Albertville, consultant en gestion de risques humains et gestion de risques techniques. Il a conduit l'entrée en bourse de sa société de conseil. Il s'est lancé dans la production d'algues en Bretagne. Il a créé et s'investit encore dans une ONG à Madagascar. Il est aussi business angel et à ce titre accompagne d'autres entrepreneurs. Vous le devinez, mon invité de ce jour est une personnalité et j'ai bien de la chance de passer ce moment avec lui. Bonjour Philippe Le Gorju. Bonjour Bruno. Philippe, merci d'être mon invité dans ce podcast du Campus des dirigeants. J'ai hâte de découvrir le moteur qui t'anime et qui a nourri ce parcours professionnel incroyable. Alors avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu veux compléter cette présentation ? Qui es-tu ? Je compléterai simplement en disant que je suis l'heureux grand-père de 12 petits-enfants. Oui. Je suis marié depuis 51 ans avec la même épouse, Bravo. Chantal. Et mon moteur, c'est avant tout et principalement le bonheur de ma famille. Ouais, magnifique. Alors Philippe, c'est vraiment une mini-biographie que je viens de décrire en présentation. Et en préparant cet épisode et en pensant à toutes ces expériences professionnelles, je me disais que tu dois avoir tellement de choses à raconter. Et là, tu viens de m'en raconter une avant qu'on démarre avec le micro. Ça va être bien frustrant de devoir choisir pour l'heure que nous allons passer ensemble. Alors évidemment, nous parlerons de ton expérience d'entrepreneur puisqu'on est sur le podcast du Campus des dirigeants. Mais franchement, j'ai pas envie de résister au plaisir de te faire parler aussi de ton expérience dans la gendarmerie et particulièrement comme commandant du GIGN. Alors pour relier ces deux aspects de ta vie, ma première question est la suivante. En quoi ton expérience militaire a préparé, ou non d'ailleurs, ta vie d'entrepreneur ? Je crois qu'il faut un préalable peut-être à ça. Allons-y. Mon expérience au GIGN a été précédée par une expérience dans le scoutisme, puisque j'ai été scout moi-même, j'ai été chef d'une troupe scout, et ça m'a donné le goût de remplir des missions et remplir avec une équipe. Voilà. Et l'arrivée au GIGN a permis de renforcer tout cela en y donnant une composante différente, puisque c'est une composante essentiellement au service de la nation, au service des Français, et c'est aussi une composante dans laquelle on prend des risques beaucoup plus importants, à la fois pour soi-même et pour ceux qu'on est chargé d'encadrer. Ben oui, évidemment. Et tout ça pour relier à ta question, l'expérience de la vie en entreprise, sur ce terrain-là, hormis le risque important, c'est exactement la même chose. Conduire des missions, en les définissant bien, en ayant une stratégie, en choisissant bien les personnes qui t'accompagnent pour cela, en les formant, et en réfléchissant toujours en obligation de résultat et pas en obligation de moyens. Ça aussi, c'est une constante chez moi. Le résultat, pour moi, est très important. Et ça peut se traduire par des échecs et desquels il faut tirer toutes les expériences pour qu'ils ne se renouvellent pas deux fois. Alors ça, c'est peut-être lié au fait que justement au GIGN, c'était des missions qui pouvaient engager la vie. Donc qui engageait la vie. Toutes les missions, moi j'ai dû remplir plus d'une centaine de missions de tout type, depuis les missions antiterroristes les plus dures, des reprises d'avions piratées ou des prises d'otages massives, comme en Nouvelle-Calédonie. Et à chaque fois, d'ailleurs c'est la devise, c'est devenu la devise du GIGN aujourd'hui. Ça l'était pas, même si on l'a pratiqué à mon époque, s'engager pour la vie. C'est exactement ça. Et la vie des otages ou des personnes qui subissent des actes d'agression extrêmement difficiles, s'engager pour la vie de ces hommes qui sont chargés de mettre fin à ces exactions, à ces prédations. Et puis, le paradoxe français, et peut-être des unités spéciales comme les nôtres, c'est aussi essayer au maximum de préserver la vie de celui ou de ceux des agresseurs. Ah, ouais. Tu dis que c'est une spécificité française ? Oui, parce que dans ma carrière au GIGN, j'ai été moult fois
soit prêté, soit en assistance, soit en collaboration avec des unités étrangères, notamment dans le monde anglo-saxon, dans lequel l'efficacité opérationnelle est sans doute vécue de manière plus dure que chez nous. C'est-à-dire que la part de la négociation est beaucoup plus limitée qu'elle peut l'être dans une unité comme le GIGN. Comme s'il fallait absolument un gagnant. Pour qu'il y ait un gagnant, il fallait qu'il y ait un perdant. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est un plus grand succès, quelle que soit la nature et la malignité des adversaires. Oui. C'est un succès quand même de les maintenir en vie. Et l'idée de les traduire en justice, de pouvoir faire exposer tout ce mal qu'il y a dans ces personnages. Et la justice est mieux rendue encore. La justice est bien mieux rendue. Oui. C'est toujours été mon avis. Et je te dis ça en n'ayant eu aucun scrupule à ouvrir le feu lorsque la vie de mes personnels était engagée. Ben, bien sûr. Et est-ce que, du coup, dans cette expérience au GIGN, tu as le souvenir de moments très forts dans lesquels tu t'es senti tout particulièrement un leader? À quel moment ça s'est produit, ça? J'imagine chaque fois, mais le plus fort, le plus fortement. On y réfléchit toujours après après l'émission. La particularité d'une unité comme le GIGN, c'est une unité où lorsque tu rentres dans le cycle de résolution de la mission, donc dans ton intervention, toute ton intelligence, toutes tes capacités, tes compétences, celles de ton équipe, est tournée vers la réussite de la mission. Donc en mission, on n'a jamais aucun état d'âme, on n'a que des réflexes en fait. Et donc, pour te traduire mon ressenti, je peux te le retraduire qu'a posteriori, parce qu'on se pose quand même à chaque fois en débriefing, que ce soit en débriefing court, rapide, juste après l'intervention, ou en débriefing plus décalé pour tirer vraiment les enseignements. À froid. On réfléchit bien sûr à ça. On dit pourquoi j'ai fait comme ça, qu'est-ce qui m'a animé quand j'ai fait ça, et c'est toujours les mêmes constantes qui reviennent. Particularité je dirais la plus grande qualité des personnels du GIGN et du chef, si tant est tu décides jamais d'être chef, hein. C'est les autres qui décident pour toi, ça se fait naturellement. Ah oui. Ah non, on force pas le passage, hein. C'est pas possible ça. Et quelle que soit ton ambition, tu peux avoir une ambition très forte, mais c'est pas toi qui choisis. Le GIGN, c'est toujours une décision qui vient d'en haut, bien sûr, et qui doit être adoubée par le bas. En bas. Et c'est pour ça d'ailleurs que quel que soit ton statut au GIGN, tu fais exactement, que tu sois officier ou sous-officier, tu fais exactement la même formation, et tous les gestes que tu devras faire accomplir à tes équipiers plus tard, aux opérationnels, tu dois les avoir accomplis toi-même, ou être capable de les réaccomplir si cela est nécessaire. Donc c'est une forme d'égalitarisme peut-être un peu supérieure, je trouve, et qui fait aussi la spécificité du GIGN. Ça te permet de sortir de la spécialité ou de l'uniquement expert pour avoir une vision globale des situations dans lesquelles tu rentres. C'est ça qui est passionnant aussi. Tu as dit tout à l'heure que en mission, on n'a que des réflexes et pas d'état d'âme, mais quand même, il doit y avoir des moments où il y a des décisions à prendre, et j'imagine que quand même, c'est pas que de l'ordre du réflexe. Là, il doit y avoir des temps, notamment pour le chef. Est-ce que c'est le moment d'aller à la confrontation? Est-ce qu'on attend? Est-ce que les conditions sont réunies? On est dans un environnement où, j'imagine, on n'a pas toutes les données, et il va falloir prendre une décision. Donc c'est peut-être pas des états d'âme, mais des états de conscience. Là, c'est intéressant ta question, parce que la première chose qu'on fait quand on démarre une intervention, justement, c'est de collecter le maximum de données. Oui. Et quand tu en as suffisamment, tu peux déterminer un mode d'action. Et ton mode d'action, tu l'as répété 10 fois, 100 fois, tu sais qu'il va y avoir des moments dans l'intervention qui sont pas prévus dans le manuel, mais la somme des réflexes acquis, individuellement et collectivement, te permet naturellement d'y pallier. Et c'est ça qui est passionnant, parce que j'étais très étonné au tout début avant d'être au GIGN, j'ai été commando marine, une unité absolument magnifique aussi, que je porte. Commando Hubert, je crois. Non, j'étais au commando de Pinfintonio. Ah ouais, c'est ça. Et un des commandos classiques du groupement des filles marins commando. Et
là, on avait affaire à des personnels un peu plus jeunes. Il y avait des gens très confirmés aussi. Et disons que l'utilisation des méthodes les méthodes d'intervention étaient plus musclées au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'on cherchait, c'est normal, c'est des unités qui interviennent dans un conflit guerrier au sens militaire du terme. Il y avait moins de négociations, peut-être. Il n'y avait pas beaucoup de négociations. Non, c'est ça. Non, mais c'est normal parce que tu réponds à une agression armée ou tu vas te défendre face à un ennemi plus. On parle d'ennemis. En te cachant quand tu es dans des unités militaires, dans les forces spéciales ou dans les unités militaires classiques, tu parles d'un ennemi en face de toi. Oui. Au GIGN, on avait la coutume de dire qu'on était en face d'un adversaire momentanément égaré. Mais ton citoyen, souvent. Mais pour lequel il fallait aussi être capable de le traiter comme une opération guerrière. Donc ça complexifie et ça simplifie les choses. C'est-à-dire qu'on va pas reprendre un avion détourné par des terroristes islamistes, par exemple, de la même manière qu'on va régler le père de famille excédé qui tue sa femme et qui menace ses enfants, qui a tiré sur les forces de l'ordre et qu'il faut ramener à la raison parce qu'il a organisé un fort Chabrol, qu'il est dangereux pour son environnement et pour la propre sécurité de sa famille. Tu le traites pas de la même façon, mentalement, j'allais dire tactiquement, et donc moralement aussi. Justement, là, tu viens d'évoquer le fait qu'il y a eu dans tes interventions, dans vos missions, des missions qui avaient une dimension politique assez forte et visible, et dans les médias aussi, avec des enjeux politiques, et puis peut-être des actes de la vie ordinaire. J'imagine que tu as été touché aussi par ces trucs qui parlent du bonheur de ta famille. Tu as dû voir aussi des drames humains qui sont considérables. C'est ceux-là qui m'ont touché le plus au sens affectif du terme. Oui. Alors, ils m'ont pas touché pendant l'exécution des missions, encore une fois, puisque là, les gens ont l'impression parfois qu'on est froid, que je suis froid par rapport à ça. Mais en mission, il n'y a pas de place à l'émotion. Il y a de la place qu'à de la technique et au souci de réussir. Mais dans des opérations multidimensionnelles comme le drame d'Ouvéa ou la grosse prise d'otages massive impliquant les sphères politiques, toutes les sphères de la société, et dans un contexte d'outre-mer en plus, de parties de France qui sont très éloignées, on subit beaucoup plus que dans des opérations, par exemple des drames familiaux qui se terminent en tuerie, et où il faut mettre à la raison le ou les auteurs d'une tuerie, par exemple. Et l'émotion, elle se crée quand c'est fini. Par exemple, je me souviens d'un exemple, c'était en Haute-Saône. On est appelé par le préfet du département et le procureur de la République pour résoudre une prise d'otage où un père de famille avait défenestré son épouse dans un accès de colère, ce qu'on appelle aujourd'hui plus couramment un féminicide, mais il l'avait fait devant ses enfants, ses 3 enfants. Et lorsqu'on est arrivé sur place, quand il avait défenestré son épouse, les autorités étaient déjà là. Le fort Chabrol avait déjà commencé. Et le préfet local à l'époque avait vu cette jeune femme, parce qu'ils n'étaient pas très âgés, une trentaine d'années, défenestrée par son mari du 3e étage d'un immeuble. Et donc, quand je suis arrivé sur place, le préfet tout de suite vient vers moi et me dit mon capitaine, vous avez carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je lui dis ce que l'on veut, on vient résoudre une prise d'otage, et monsieur le préfet. Elle me dit non, mais vous savez, si le gars là, il osait pas aller jusqu'au bout de sa phrase. Il sous-entendait qu'on pouvait tirer dessus. Ce qui n'était pas le plus difficile, puisque de temps en temps, il venait sur son balcon, venir tirer des coups de fusil sur les gendarmes, et donc on aurait pu effectivement arrêter la prise d'otage comme ça. Donc j'ai fait un truc qui m'est venu comme ça d'instinct, et j'ai dit à mon équipe, on remonte dans les voitures, on rentre à Paris. Et le préfet était interloqué, et je me souviens d'une R18 à l'époque turbo. Il s'est mis bras au croix dans la R18, il me dit vous pouvez pas repartir et tout.
on a requis le GIGN et tout. Mais je dis, préfet, vous avez 10 gendarmes, 5 policiers qui sont là, armés. S'il faut descendre le type, vous n'avez pas besoin de nous. J'ai laissé un petit silence et puis je lui ai dit, par contre, si vous reculez de 100 mètres, derrière, il y a une école, vous allez vous installer là-bas. Nous, on va regarder comment on peut traiter les choses. Quand on aura un mode d'action, je viendrai vous voir et je vous expliquerai. Oui. Non, je vous expliquerai ce qu'on va faire. C'est toi qui as la décision. Oui, parce que la gendarmerie, le décret de 1905 nous laisse libre des moyens à utiliser. C'est une grande force qu'on a par rapport à la police nationale. On n'est pas obligé de se faire imposer un mode opératoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi la gendarmerie, alors que j'aurais pu, au départ, parce que j'aurais pu aller aussi de l'autre côté des forces de l'ordre, que j'apprécie beaucoup aussi, qui est la police nationale. Donc voilà, 20 minutes après, on avait un mode opératoire, c'était pas très compliqué. Et il y a eu une négo? Il y a eu zéro négo. Le type était, on a vu qu'il était très énervé, et on voulait pas que les enfants suivent c'est ça. l'itinéraire de l'épouse et soient balancés par-dessus. Donc vous êtes rentré? Non, on a une petite équipe est montée sur le toit, a déroulé, c'est un peu comme dans le film Peur sur la ville, elle a déroulé son petit son cordage, et au top, ils sont rentrés. On avait un bon visuel sur le positionnement de l'individu dans la pièce. Ils sont rentrés, ils l'ont percuté tout de suite, devant les enfants. Devant les enfants, mais de manière douce, parce que ils l'ont juste renversé. D'ailleurs, sidéré, il a absolument pas réagi. Son fusil était posé juste à côté de lui, il n'a pas eu le temps de s'en emparer. Et donc, on n'a pas rajouté devant les enfants la mort du père après avoir défenestré la maman. Et c'est pour ça que l'aspect humain, il est consubstantiel à la nature des personnels qui composent le groupe. J'ai vu une centaine de personnes, plus d'une centaine même, puisque je suis resté 8 ans au GIGN. Et dans les profils des personnels, j'ai jamais vu quelqu'un qui ne soit pas dans cette philosophie-là. Voilà. Et d'ailleurs, dans les tests de sélection, on y fait très attention. C'est-à-dire que, y compris, on fait très attention aux risques tout et aux gens hyper athlétiques. Ils sont pas forcément dangereux. Ils ont forcément des qualités intrinsèques qui correspondent bien à nos recherches. Mais quand ils se rendent pas compte des fois qu'ils sont testés sur ce terrain-là de manière plus psychologique que physique. Par exemple, quand on faisait, à l'époque, je ne sais pas si mes jeunes camarades le font aujourd'hui, mais quand on faisait le test de l'agression par un chien d'attaque, un chien d'assaut, on leur demandait s'ils acceptaient de mettre le costume de protection ou pas. Le fait de ne pas accepter le costume de protection, c'était éliminatoire. Oui, d'accord. Tu as parlé de la gestion des émotions, quand même. Tu dis quand on y est, il n'y a plus de place pour les émotions, on est dans les réflexes. Mais comment on se prépare à ça? Parce que les émotions, elles sont là quand même. On les bloque comment? Le premier filtre, c'est au moment du recrutement. C'est-à-dire que dans la sélection des tests psychotechniques qui sont réalisés par les psychologues de la gendarmerie, renforcés des fois par des psychologues professionnels d'un niveau différent, on essaie de détecter, on essaie de recruter des gens qui ont une stabilité émotionnelle naturelle. Voilà. Il faut pas non plus que cette stabilité soit... il faut qu'elle soit, j'allais dire, compensée ou complétée plutôt par une ouverture aux autres, une capacité humanité. Voilà, par une belle humanité. Et donc ça, c'est le premier filtre. Après, les 10 mois de stage de formation entraînent à ça. Mais c'est du conditionnement pur, à la fois où tu vas, les premières phases de ces stages, tu vois comment réagissent les gens quand ils sont au bout de leur vie, comme disent les jeunes aujourd'hui, parce que tu les as amenés à un état de fatigue où tu as plus beaucoup de discernement, etc. Et on te demande d'exécuter des gestes simples d'humanité. Tu vois s'il fait attention au copain qui est à côté. C'est ça. Tout ça, l'encadrement de ces stages, il est fait par des
j'allais dire des vieux soldats, des gendarmes aguerris, confirmés, et ils détectent ça très très vite. Et on laisse pas sortir d'un stage des gens qui rentreraient pas dans cette configuration-là. Est-ce que tu as fait attention à ces sujets-là quand tu es devenu entrepreneur, en recrutant des équipes? Le sujet de la gestion des émotions, de l'humanité. Tu touches un de mes points de faiblesse, c'est que lorsque j'ai basculé du monde militaire au monde civil, j'ai basculé avec mes compétences techniques, mes compétences d'analyse, de risque, de choix j'allais dire, de la manœuvre à accomplir, les choix et j'ai pas assez mis l'accent sur le choix des relations humaines. Alors j'y ai fait attention au début avec mes premiers équipiers, et puis quand l'entreprise a grandi, le terrain de jeu n'étant pas le même, les sollicitations extérieures étant beaucoup plus fortes. Le milieu militaire est un milieu qui est à la fois très exposé, eu égard à la nature des missions, mais il est très préservé du monde extérieur. C'est-à-dire que je connais peu, au GIGN en tout cas c'était le cas, tu es, je vais pas dire que tu es contraint à la solidarité, mais tu vis la solidarité avec tes camarades, même si tu n'as pas d'affinité forte avec eux. Bah oui. Voilà. Les enjeux sont et ça énormes. Dépasse le cadre même de l'unité. Ça embrasse les familles, ça embrasse. On vit en caserne. Ah oui. Et tu es à proximité de ton lieu de travail. Donc cette forme-là, elle n'existe pas dans le monde civil. C'est-à-dire que, et encore moins aujourd'hui, quand on observe l'évolution des choses, on est passé d'un début d'individualisme aujourd'hui à un individualisme forcené. J'ai une image qui m'a beaucoup plu avant-hier soir sur le Champs-Élysées. Il y avait presque 1 million de personnes et il y avait que des individus. Ils avaient tous leur smartphone devant eux et au moment du décompte final, ils avaient toujours leur selfie et tout. Personne n'embrassait personne. Il n'y avait pas tous ces gestes d'affection et tout ça. Il y a 40 ans, quand on célébrait même, où on était une petite communauté et tout, c'était pas du tout comme ça. Bah, disons qu'ils faisaient des selfies pour envoyer à ceux qui étaient loin et ils ignoraient ceux qui étaient à côté. Il n'y avait pas de smartphone. Non, mais là, c'était... Ah oui, mais tu vois, c'est du gros décalé. Je sais pas si mon image est bonne, mais moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Et donc, quand j'ai abordé le monde de l'entreprise, j'ai découvert un monde déjà très individualiste. Oui, mais justement, alors tu dis que c'est ton point de faiblesse, c'est que tu y as, parce que tu y as peu porté attention. C'était trop naturel avant et voilà, tu t'es dit c'est exactement ça va être pareil. Je n'ai jamais eu de doute sur mes équipiers. J'avais peu de doute sur mes chefs. Et quant aux gens qu'on avait à traiter, je savais exactement comment les traiter. Alors ça, c'est le point commun avec la gestion du risque en entreprise. C'est-à-dire, face à l'adversaire, tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu prends du temps à comprendre qu'il faut aussi que tu aies des équipes solides et que tu dois faire des choix différents. Et si tu devais recommencer, tu t'y prendrais comment du coup? Ben, je passerai plus de temps au recrutement et à la sélection des personnes, tout poste confondu, parce que tu as connu ma première entreprise de conseil. Et au début, on choisit plutôt bien ses coéquipiers directs. Mais quand l'entreprise grandit, mon entreprise, j'ai eu jusqu'à 120 ou 130 consultants dans l'entreprise. Et déjà, le consultant, par nature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est autonome, etc. Et on a tendance à faire surtout confiance à ses compétences. Heureusement, on s'est rarement trompé là-dessus. Par contre, on ne mesure pas comment lui-même est plugué à son environnement. Et on passe beaucoup moins de temps avec lui que ce qu'on passe en unité militaire. Donc, faire des correspondants... J'ai mis 2-3 ans dans le monde de l'entreprise, peut-être même un peu plus, à comprendre qu'il fallait que je trouve d'autres... des modes de recrutement plus fins, plus complets. Dans lequel tu t'impliques plus aussi. Dans lequel je m'implique plus. On dit souvent que le dirigeant, c'est le premier DRH de l'entreprise. Oui. Alors, tu as tendance au départ à faire attention à tes bras droits ou tes bras gauches. Mais en entreprise, le défaut, il peut venir à n'importe quel bout du dispositif humain. Et il faut faire attention à tout le monde. Ou alors, il faut que tes cadres ils fassent attention eux-mêmes. Donc, j'allais dire que la gestion des hommes est beaucoup plus difficile des hommes et des femmes, hommes au sens générique, est beaucoup plus difficile en entreprise que dans des unités comme le GIGN.
Parce que quoi, il y a le sens du devoir chez les militaires ou la passion du métier? Parce que la finalité n'est pas la même. La finalité, oui. Non. La finalité, il y a une différence de nature et de degré à la fois. C'est-à-dire que de nature, parce que effectivement, tu mentionnais tout à l'heure le fait que les missions dans le cadre du GIGN concourent au maintien de la vie ou à sa disparition. Donc t'es dans l'élément vital. Dans l'entreprise, quelque part, l'élément vital, c'est la réussite entrepreneuriale, c'est le fait de dépenser moins que ce que tu gagnes, le fait de partager aussi, d'aller vers des projets qui peuvent être très engageants sur le plan humain, sur le plan environnemental, sur le plan de la réussite de tes clients autant que la tienne. Donc il y a aussi du partage, mais l'élément matériel, au GIGN, personne ne parle d'argent. C'est-à-dire que moi, je raconte souvent cette anecdote, mais quand j'ai démarré ma vie de consultant, tu mentionnais les Jeux Olympiques d'Albertville tout à l'heure, et puis j'ai eu à l'époque aussi le bonheur de travailler avec Christian Blanc quand il est devenu président de la RATP et qui m'a demandé aussi de l'accompagner dans la partie, dans la création même politique d'une véritable stratégie de sécurité à la RATP. Comment dirais-je, mes premières propositions, techniquement, étaient, je les trouvais bien construites et tout, répondant bien à la préoccupation du client, mais je ne savais pas mettre des chiffres devant, c'est-à-dire combien ça coûte, combien je me vends, combien je vends la propale, la fameuse propale. T'avais jamais fait ça? J'avais jamais fait ça. Si, j'avais fait des budgets, que j'envoyais à mes chefs, etc. Ça, pour l'année. Voilà, je savais, ça, j'avais pas de problème. Mais me vendre ou vendre mon entreprise, t'avais pas appris. J'avais appris à la mettre en valeur sur d'autres plans, mais pas sur le plan financier. Ça n'a jamais été une préoccupation pour soi-même. Et tu t'es planté? Oui, je me suis pas planté longtemps. Mais j'avais non, je me suis pas planté, mais j'ai eu beaucoup de mal au début. Et heureusement, j'ai des camarades qui m'avaient précédé dans le job de consultant qui m'ont rapidement donné les clés. Donc, quand on est à l'armée, on n'apprend pas forcément à faire des propales, et du coup, on n'apprend pas forcément non plus à aller susciter l'engagement comme on doit le faire dans l'entreprise, parce que je suis pas d'accord quand tu dis on n'apprend pas à faire ci, tu fais ton cadre d'intervention que tu prépares, c'est ta propale. C'est ta propale, oui. Mais pas chiffré. Tu la chiffres, combien je vais utiliser de munitions, quelle quantité de gaz je vais injecter, quels moyens je vais mettre en œuvre, est-ce qu'on fait intervenir les chiens, est-ce qu'on saute en hélico. D'accord. Tu vas faire une propale, je vais dire, technico-tactique. Voilà. Mais tu vas pas envoyer la note à ton client, l'État, ni à l'agresseur. Ça t'a coûté autant, quoi. Tu sais que on était beaucoup dans ce cadre militaire. On savait pas combien on gagnait à la fin du mois. Ah oui? Non. Tu t'en foutais? M'en foutais complètement. Ah oui. C'était la passion. Un jour, je suis en Nouvelle-Calédonie en 84. Il y avait eu déjà des grosses émeutes. C'est juste après l'affaire Machoro. C'était une affaire très dure là-bas, que j'avais pas traité moi. Machoro, c'était où, ça? Éloi Machoro, en Nouvelle-Calédonie. C'était avant. C'était le chef armé du FLNKS qui avait décidé de s'emparer par les armes du territoire calédonien. On était déjà en quasi-guerre civile, et il a été stoppé par le GIGN, c'était une centaine de Kanaks armés jusqu'aux dents, mais il a été tué dans le cours de l'engagement. Et donc j'étais en Nouvelle-Calédonie à cette époque-là, et dans un contexte assez difficile. Et à l'époque, on avait très peu de moyens de communication avec nos familles. Je me souviens, on avait emmené, non, c'était même pas là. On avait rien, on n'avait pas de téléphone portable et tout. On téléphonait d'une cabine. Voilà. Wow. Et c'était juste après le 1er janvier. J'appelle mon épouse et elle me dit, écoute, pour Noël, je nous ai fait un cadeau. J'ai acheté un Renault Espace. Ah oui. Et je lui dis, mais ça coûte combien? Elle me dit, j'en sais rien, mais c'est un de mes amis qui lui avait conseillé et tout. Ah oui. Et tout. Et ça coûtait beaucoup plus cher que ce que j'étais capable de payer, en fait. Mais tu veux dire qu'elle gérait la dimension. Et on en rigolait. C'est-à-dire que c'était pas traumatisant pour nous. Et heureusement, le garagiste nous a fait
à paiement par échéancier. Et donc, on n'a eu aucun problème. Donc, tu parlais de la Nouvelle-Calédonie. C'était une intervention dans laquelle la politique a pris une grande part. Pas celle-là. Pas celle-là, mais OVA, plus tard. Peut-être en quelques mots, tu pourras raconter ce qui s'est passé. Et oui, puis surtout, 3 heures, mais... Oui, mais il faut aller vite. Mais sinon, on peut renvoyer les gens vers Internet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as appris du monde politique à ce moment-là? Je pense que j'ai appris l'essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale en politique. Il y a de la morale dans les paroles des hommes et des femmes politiques. Ils ont sans doute aussi dans leur vie personnelle et tout, pour beaucoup d'entre eux, heureusement, des valeurs, quelques valeurs. Mais quand ils sont dans leur contexte politique, ils ont des impératifs catégoriques, comme dirait Kant, qui sont pas les mêmes que l'homme ou la femme ordinaire. Et plutôt électoraux. Ils sont totalement concentrés sur le maintien au pouvoir, la récupération du pouvoir, la préparation à la conquête du pouvoir, et que dans tous les coups sont permis dans ces cas-là, et les coups les plus, avec les effets les plus vulnérants sur les populations que toi, chef, sur le terrain, tu dois avoir à traiter. Et alors, comment tu l'as vécu, ça, concrètement? J'ai vécu très, très, très mal et très bien dans ma tête après. Qu'est-ce qui s'est passé? Très mal sur le terrain, parce qu'il a fallu s'engager. Il a fallu s'engager dans un traitement de l'opération dans lequel je n'avais pas, contrairement à l'habitude. Tu parles de la prise d'otage d'OVA. La prise d'otage d'OVA. Une prise d'otage complexe. Une première prise d'otage avec un peloton de gendarmerie mobile, je le fais assez court. Hein. Oui. Une deuxième prise d'otage alors que les terroristes, on va les appeler comme ça, étaient sur le point d'exécuter un otage dans lesquels j'ai accepté d'être la contrepartie. Et 6 de mes hommes aussi. Donc, tu as été échangé contre des otages? J'ai pas été échangé. J'ai été directement dans le pot de pu, au fond de la grotte, avec un procureur de la République, en sachant très bien qu'on allait devenir otage nous-mêmes. Voilà. J'ai pu stopper le processus d'exécution d'un des gendarmes qui avait fait suer les preneurs d'otages depuis quelques jours qu'ils étaient en cavale. Et il y a 6 de mes gendarmes qui m'ont rejoint pour pas me laisser tout seul. Mais il y en avait d'autres, heureusement. Et dans ma tête, je me suis dit, même si on n'est pas armé, même si on est otage, on va trouver le moyen de sortir de là. Et c'est effectivement ce qui s'est passé globalement. C'est-à-dire que j'ai pu ressortir, moi, très rapidement, dans les 24 heures qu'on suivit. Et je suis devenu, en fait, l'intermédiaire obligé, à la fois des preneurs d'otages et de la hiérarchie politique et militaire. Oui. Avec les militaires, ils avaient du mal à comprendre qu'un patron d'unité comme la mienne se mette dans des situations pareilles. Ouais. Mais ça, c'était pas grave. On avait un vocabulaire qui devait permettre d'échanger là-dessus. Les politiques, pas du tout. Parce qu'eux poursuivaient... Mitterrand, à l'époque, était président de la République. Il poursuivait c'est intervenu entre les 2 tours de la présidentielle de 88. De la deuxième présidentielle pour Mitterrand. Et le président Chirac, paix à son âme, lui, à l'époque, était Premier ministre, et il voulait absolument que cette opération se termine de manière positive de son point de vue, c'est-à-dire réduction de la prise d'otage, avant le second tour de la présidentielle, pour porter les honneurs de cette réussite. Enfin, c'est moi qui l'interprète comme ça. Mais c'est la seule interprétation qui permette d'expliquer son comportement. Et moi, je me suis mis en travers de ce processus-là. Tu ne voulais pas qu'on intervienne à ce moment-là? Non, je me suis dit, c'est la négociation ultime que tu vas pouvoir mener, parce que j'avais jamais eu de négo à opérer de cette amplitude-là, avec autant de paramètres, etc. Et l'orgueil qui m'animait, parce qu'on peut parler d'orgueil, mais aussi, je pense, la lucidité, me laissait penser qu'on pouvait résoudre cette prise d'otage sans avoir besoin de donner un assaut, tout en acceptant l'idée qu'on en prépare un. Parce qu'il est évident que dans des contextes pareils, si par exemple les preneurs d'otages commencent à exécuter les otages, il faut intervenir tout de suite. Donc j'ai jamais fait blocage au fait qu'on prépare
une opération musclée, ça, il n'y a pas de problème. Surtout qu'il y avait la fine fleur de l'armée française qui nous avait rejoint. Donc, il y avait les commandos marines, il y avait la force spéciale de la DGSE, pas du service action. Et donc, il y avait des gens très bien qui pouvaient physiquement résoudre cette prise d'otage. Mais par contre, il y avait quand même suffisamment d'éléments pour y arriver autrement. Il fallait disruptif. C'est d'ailleurs un des éléments que j'ai retenu et que j'ai pratiqué après dans mes schémas de gestion de risque au profit de mes clients en monde entrepreneurial, c'est que si on va chercher des réponses en frontal, on peut y arriver, mais c'est toujours très compliqué, il faut employer beaucoup de moyens, ça coûte cher. Donc il faut de la créativité. Il faut être créatif. Et la créativité, c'est un élément essentiel. Alors c'était très important au GIGN, et c'est très très important aussi dans la vie de l'entrepreneur ou du chef, du dirigeant d'entreprise. Et donc, moi, j'ai cherché jusqu'au bout, j'ai cherché tous les moyens, et je pense avoir trouvé le moyen. Alors, je passe parce que j'ai beaucoup écrit là-dessus, mais j'avais réussi à convaincre une équipe de journalistes de venir recevoir les revendications au fond de la grotte du preneur d'otages, et lui m'avait donné l'engagement que s'il pouvait, devant le monde entier, exprimer, il libérait les otages. Ah oui. Et je pense qu'il fallait jouer cette carte jusqu'au bout. Et on n'a pas pu la jouer parce que... Chirac a dit non, on y va, on intervient. Et Mitterrand, parce que, in fine, il a donné l'autorisation à Chirac de le faire. Et toute sa duplicité, par la suite, a été de laisser croire que c'était une action du gouvernement chiracien et pas la sienne. Ah, voilà. Donc ça m'a beaucoup appris sur le monde politique. Ouais. Ok Philippe, eh bien ensuite tu as switché donc dans le monde de l'entreprise et tu as lancé une entreprise de conseil en sécurité qui est devenue ensuite... J'ai jamais parlé de sécurité, moi j'ai toujours parlé de gestion de risque. Gestion de risque. Et ensuite, l'intelligence économique. Voilà. Je cherchais le mot. Et qu'est-ce que c'est que est-ce que tu as l'impression que parce qu'on en entendait beaucoup parler dans les années 90, on en entend moins parler aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est rentré dans la vie des entreprises, cette intelligence économique? C'est un peu plus rentré dans la vie des entreprises, mais pas complètement non plus. Comment tu l'as défini? Ouais. D'abord, je vais revenir sur le début de ta question. Au début, j'ai créé effectivement une entreprise de conseil en gestion de risque. Oui. C'est-à-dire qu'on était plus en défense qu'en attaque. D'accord. Et je me suis rapidement aperçu que ce qui manquait dans le perfectionnement du métier qu'on était en train de créer, il n'y avait pas beaucoup de cabinets en ce sens à l'époque. C'était la matière informationnelle. C'est-à-dire que qui nous était naturel d'acquérir au GIGN, c'est-à-dire pas d'intervention, je l'ai déjà expliqué, sans pour prendre les bonnes décisions. Et donc, et alors, en allant chez des clients, et j'avais des clients, rapidement, j'avais des clients très prestigieux, j'avais presque la moitié du CAC 40 comme client au bout de 5 ou 6 ans, je m'apercevais que on pouvait être meilleur en gestion de risque si on connaissait mieux leurs adversaires extérieurs, mais aussi leurs problématiques internes. C'est-à-dire qu'il fallait s'intéresser à autre chose. Il fallait s'intéresser au process, il fallait s'intéresser à la sécurité de l'information. Personne n'en parlait à l'époque. Internet, quand j'ai créé mon entreprise, Internet n'était pas encore disponible. Il a commencé à être généralisé au milieu des années 90. Tout à fait. Voilà. Et donc j'ai compris très vite que cette matière manquait à l'intelligence entrepreneuriale et à la capacité à traiter les risques. On avait le choix à l'époque, soit à le gérer par l'assurance, c'est-à-dire à déporter le risque vers un tiers qui financiarisait le risque, mais qu'on pouvait, pas sur toute la ligne, mais sur beaucoup de domaines qui posaient problème, on pouvait le traiter autrement. Et on pouvait le traiter en ayant la capacité à s'informer sur la concurrence, à s'informer sur les nouvelles technologies mises en place, à s'informer sur les nouveaux produits, à s'informer aussi sur les cercles malveillants qui entourent l'entreprise, qui ne sont pas forcément, à l'époque, le terrorisme était surtout très politique, mais aujourd'hui, il est devenu aussi ce qu'on appelle la guerre hybride. Aujourd'hui, on voit très bien que ça touche tous les modes de fonctionnement de la vie publique et privée, les grandes entreprises, on bloque des aéroports, on bloque des hôpitaux, etc. Et toute cette matière-là, au début des années 90, elle n'était pas traitée. Il y avait aucune entreprise d'intelligence économique en France qui abordait ces questions de manière totale. Il y en avait une aux États-Unis qui faisait le job, et moi sur lesquels j'ai beaucoup investigué, mais investigué ouvertement, en accord avec leurs dirigeants. C'était Kroll.
Kroll Associates. Et ce qui m'avait surpris à l'époque, c'est que cette boîte, elle était tellement considérée dans le monde entrepreneurial anglo-saxon qu'elle était cotée en bourse. Elle-même cotée en bourse. Et non seulement à la bourse de New York, mais elle était cotée au Nasdaq. C'est-à-dire qu'elle mettait elle-même en œuvre des techniques d'investigation qui utilisaient des outils techniques puissants. Et c'est ce que j'ai cherché à faire en créant à partir de l'Ouest. Oui, parce que tu me racontais que c'est à partir de la rencontre avec des chefs d'entreprise vendéens notamment. Oui, et j'ai compris que les Vendéens avaient des trésors entrepreneuriaux naturels et des chefs, surtout des grands chefs d'entreprise à l'époque. Et c'est avec ces Vendéens-là qu'on a créé la première société entreprise d'intelligence économique, qui s'appelait Atlantic Intelligence. Et ça tombe bien parce qu'en même temps, tu avais des fondateurs et des clients. Oui, tous n'étaient pas clients. Non. Mais j'avais des fondateurs, dont certains sont restés très longtemps. Et la plupart ont été, mais pas la plupart, tous ont été ravis quand on a introduit notre entreprise en bourse. Bah oui. Parce que ils ont fait de belles plus-values. Oui, c'est ça. Et ça a duré pour toi combien de temps, cette histoire de Atlantic Intelligence? Atlantic Intelligence, ça a duré jusqu'en 1900, que je dise pas de bêtises, pas en 1900, en 2008. En 2008, j'ai cédé cette entreprise à un groupe, à un fonds d'investissement dépendant d'un grand groupe d'assurance. D'accord. Et voilà, pourquoi je l'ai fait? Parce que si je rajoute au cycle GIGN, gestion de risque dans le dur, le cycle entrepreneurial, toujours la gestion de risque, j'avais besoin aussi j'avais d'autres préoccupations à l'époque. J'avais co-créé une fondation sur l'environnement entre-temps. J'ai été un des cofondateurs de la fondation Ushuaïa à l'époque. Et je m'intéressais à d'autres thématiques que la sécurité. Voilà. Tu es peut-être plus un fondateur? Oui, j'ai toujours été plus fondateur et développeur du début de la vie entreprise. Plus qu'un gestionnaire. La gestion, je ne vais pas dire qu'elle ne m'intéresse pas. Je l'ai toujours considéré comme très important. Mais j'ai toujours compris qu'il y avait des gens plus compétents que moi pour le faire. C'est ça. Et alors ensuite, tu es devenu business angel. J'imagine que tu as investi dans pas mal d'entreprises, mais notamment dans une qui produit des algues en Bretagne. Alors, raconte-nous. Non, avant les algues. Avant les algues. Je suis arrivé aux algues par là, mais avec mes enfants, on a gagné un petit peu d'argent en vendant notre entreprise à ce fonds d'investissement. On a décidé de pas se distribuer l'argent, on a décidé d'investir dans des entreprises, on dirait aujourd'hui des entreprises à mission ou des entreprises qui ont du sens. C'est il y a plus de 15 ans. Et les secteurs qui nous intéressaient, c'était l'environnement, la santé, l'alimentation. C'est-à-dire ce que moi je considérais comme les éléments fondamentaux qui permettent à un être humain de vivre, au moins de vivre correctement. C'est ça. Et donc on avait un plan qui s'appelait 10 sur 10. On s'était mis une bonne note dès le départ. Bah oui, obligation de résultat. Sauf qu'on n'a pas tenu du tout nos engagements. Le plan, c'était 10 entreprises en 10 ans, jamais plus de 10% du capital, et jamais prendre le lead sur ces entreprises. En fait, mon idée, c'était d'identifier à travers les réseaux que tu connais bien, réseau Entreprendre, les clubs de boosters de mise à qui se créaient à l'époque. L'idée, c'était d'accompagner des jeunes, parfois moins jeunes, mais souvent des jeunes. Jeunes entrepreneurs. Au sens entrepreneur. Très compétents techniquement, maîtrisant bien leur sujet, mais qui n'avaient pas l'expérience que je pouvais avoir, moi, de mes vies précédentes. Soit dans la vision stratégique, sans l'ouverture à certains marchés qui ne sont pas toujours évidents à aller décrocher. Des grands groupes. Sans bien connaître les contextes réglementaires non plus. Moi, je l'avais subi dans la sphère publique et dans la sphère privée après. Et donc, je pensais que je pouvais avoir une valeur ajoutée auprès de ces jeunes dirigeants. J'imagine. Et donc, en 3-4 ans, on a investi dans 7 entreprises déjà. On était en avance sur le programme. Et puis, donc certaines... Avec tes enfants, donc. Oui. Vous décidiez ensemble des on faisait vous faisiez des conseils la veille ou l'avant-veille de Noël tous les ans, parce que j'avais des enfants répartis un peu partout dans le monde à l'époque. Sympa ça. Il y en avait sur tous les continents.
on se réunissait la veille ou l'avant-veille de Noël et on faisait notre conseil de famille. Je leur expliquais ce qu'on avait fait, ce qu'on allait faire. Le Père Noël a apporté des projets. Ouais, ça leur apportait pas grand-chose parce que moi, j'ai toujours réinvesti tout ce que je gagnais. Donc, mais c'était sympa de faire en famille. Oui, genre, j'ai toujours expliqué à mes enfants que quand il faudra quitter ce monde pour aller en embrasser un autre, on partira à poil. On serait tous pareils. Donc, ça servait à rien d'avoir beaucoup de choses. D'amasser. Et surtout des choses matérielles, et du moment qu'on vivait correctement, ça suffisait bien. Et donc, la 7e entreprise, en fait, c'était, je reviens aux algues. Ah, les algues. Étant mi-normand, mi-breton d'origine, j'ai toujours été attiré par l'océan et j'ai toujours considéré l'océan comme une matrice extraordinaire de ressources multiples et tout. Et j'avais du côté maternel des arrière-grands-parents ou grands-oncles et tout, qui étaient agriculteurs, c'était des paysans marins. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois à la pêche et cultivaient du littoral, quoi. Oui, simplement pour survivre. Ouais, c'était des revenus complémentaires. Et ils utilisaient beaucoup les algues. Ouais. Qu'on allait chercher sur une petite île en face du Conquet. Avec son cheval et une charrette. Avec un tombereau, qu'on remplissait. Et ils venaient à la fin de la semaine où ils nous laissaient, les jeunes, à rassembler les algues, ils venaient chercher l'amendement de leur sol pour l'hiver. Oui, c'est ça. Pour l'automne et pour l'hiver. Et donc, c'est une ressource qui m'avait toujours intéressé. Et j'avais rencontré en Bretagne des gens qui avaient aussi une envie d'exploiter les algues sans atteindre la ressource naturelle. Oui. Parce que on constatait à l'époque qu'il y avait la transformation des algues en Bretagne, c'était essentiellement des groupes à l'époque américains ou israéliens ou autres, ou allemands, qui payaient à la tâche d'anciens marins-pêcheurs pour aller arracher sur les rochers en mer, les rochers à l'aide de comment on dirait, de Scooby-Doo, des raclettes, des algues qui transformaient en alginate. Et le marché mondial des algues. Pour l'alimentaire. Pour l'alimentaire, pour faire les liants alimentaires, des composants dans les yaourts, dans plusieurs activité qui est relativement rentable, sauf pour le tâcheron de base, et qui est absolument pas rentable pour la nature, puisqu'on lui arrache régulièrement une partie de ses trésors. Là où se cachent les mollusques, les coquillages. Où la biodiversité fonctionne à fond. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'investir dans une société qui ferait l'algoculture, c'est-à-dire qui ferait à la mer ce que les paysans font à la terre. Oui, c'est ça. Et avec une particularité, c'est que la mer est tellement nourricière que si tu plantes aux bons endroits ou si tu cultives aux bons endroits, t'as rien à faire d'autre que mettre les filières en mer et attendre que les nutriments apportés par les courants viennent investir tes cordelettes et tes cordages, et que le soleil, par la photosynthèse, fasse son effet, et que de quelques microns au mois de septembre, ton algue fait 2,50 m au mois d'avril quand tu vas la récolter. Donc c'était disruptif. C'était totalement disruptif. Et ça t'a plu. Tout le monde m'a traité de fou. Mes 2 associés de départ, qui ont abandonné en cours de route pour d'autres raisons, m'ont dit il faut qu'on commence par 10 hectares, quelques hectares. L'un avait déjà 4 hectares et il avait l'expérience de la culture d'algues, ce qui est important. Et j'ai demandé 150 hectares directement, ce qui s'était jamais fait en Europe. Et on a eu nos 150 hectares en 2013. Et pourquoi il en fallait 150 ? Parce que moi, je calculais à 10 ans, 15 ans, 20 ans, et j'avais en tête l'idée qu'on pourrait devenir le premier producteur d'algues européen, sans avoir à puiser sur la ressource naturelle. Ouais, d'accord. Ou on pourrait dire que les algues qui déchouagent, par exemple, sur les rives, c'est de la ressource naturelle aussi, sauf que la plupart du temps, elles sont polluées par tous les déversements qu'on y fait. Et c'est pour ça que j'avais choisi aussi un site en pleine mer, au large de l'Esconil, entre les îles, l'archipel des Glénans et la côte, où là la mer est totalement vierge de toute pollution quand il n'y a pas de pétrolier qui s'échoue dans le coin ou qui s'éventre dans le coin. Et donc, on a choisi des conditions les plus difficiles physiquement. Et on a réussi à faire la preuve de concept. Voilà. C'est-à-dire à prouver qu'on pouvait le faire. Et maintenant, il faut passer, comme on dit aujourd'hui, à l'échelle. Et ça va être le travail des plus jeunes à qui je vais passer la main dans les quelques semaines et mois qui viennent. Ok.
Alors Philippe, tu as écrit un livre il y a déjà quelques années qui s'appelle La morale et l'action. Tu en as peut-être écrit d'autres, je ne sais pas. Non, oui, j'ai écrit d'autres livres, alors soit plus techniques, soit plus universitaires. Ah oui, d'accord. Ouais. Celui-là, c'était un peu en lien avec ton expérience au GIGN. Alors oui, La morale et l'action, ça a été une expérience au GIGN, mais pas que. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire le lien justement à travers une aventure humaine, en fin de compte, entre ce que j'étais avant, ce que le GIGN m'avait apporté, et ça s'arrête au GIGN. Ah oui, voilà. D'accord. J'ai écrit ensuite un livre qui s'appelle UVA, la République et la morale, où j'ai voulu donner un peu de... Ta vision de ce qui s'était passé. Pas de ce qui s'était passé, mais de la relier à toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et essayer d'y trouver des enseignements pour la suite. Ah oui. Voilà, et d'ailleurs, ce livre a intéressé beaucoup d'universitaires. Il y a des gens qui ont fait des thèses là-dessus, sur ce thème-là, par la suite. Notamment à l'université de Nancy. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui s'intéressent à ces sujets, d'aller voir. Épuisé, alors il faut aller sur les sites spécialisés. Il y a le livre se revend de temps en temps. Oui, d'accord. Mais il n'a pas été réédité. Il a été réédité. Celui sur Ouvert. Ah non, le deuxième est... À La morale et l'action, j'ai vu. Hein, il est. Encore ? Oui, je suis allé voir sur les sites de vente en ligne. Oui, de vente en ligne, on le trouve. Et alors, j'ai lu quelque chose et ça m'intéresse de reprendre ça avec toi. Tu disais dans ce livre, adolescent, je rêvais comme les autres de changer le monde. Adulte, j'ai cherché à mettre mes aspirations personnelles les plus profondes face au monde de l'action. À l'absolu des valeurs, j'ai confronté le relatif des détresses humaines. Alors, j'ai envie de te demander ce que cette confrontation a produit en toi. Et en gros, le Philippe d'aujourd'hui par rapport au Philippe qui avait 35 ans, qu'est-ce qui a changé au contact de ces réalités humaines ? Non, ce qu'il faut retenir, c'est la dernière partie de la phrase. Oui, tout à fait. Parce que c'est ce que j'ai constaté, effectivement. Oui. Et alors aujourd'hui, sur la relativité que tu as mentionné, des détresses humaines, c'est mon principal point de souffrance personnelle et mon principal point d'espoir aussi. Ah, raconte. Point de souffrance parce que la vie est difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Moi, j'ai 12 petits-enfants pour lesquels j'accorde l'attention la plus grande. Je dis pas que j'ai déporté cette attention que j'ai pas toujours eu avec tes enfants. À force d'engagement dans l'action. Donc, on parlait tout de suite, j'ai pas eu la même attention peut-être avec mes enfants. Oui. Pardonnez-moi. Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. J'essaye, mais c'est difficile. Et tu te rattrapes avec tes petits enfants. Je me rattrape, voilà. Et c'est avec eux que j'essaie de créer ce climat de relativité et d'absolu en même temps. Comment tu fais pour créer ce climat de relativité ? Tu commentes d'abord, je la le vie. Fais pas tout seul. Chantal, mon épouse, m'aide beaucoup et elle le fait plus naturellement des fois que moi et avec d'autres armes. Et donc, faut changer en fait son image et c'est un peu difficile. Faut changer à plus de 70 ans, tu peux encore changer tes comportements. Et bien sûr. Et moi, je reste très basique là-dessus. Je te livrerai pas de grandes réflexions philosophiques. Aussi. Non, c'est juste du comportement sur les petites choses. Une meilleure écoute, une meilleure compréhension de ce qu'ils te disent, même quand ils énervent. Un rapport à la règle qui soit pas plus permissif, mais qui soit... Par exemple, on réunit tous nos petits-enfants viennent chez nous l'été, passer au moins quelques semaines, voire plusieurs semaines avec nous. Par exemple, il n'y a jamais de téléphone portable quand on est en moment de réunion familiale, au repas, et des choses comme ça. Et au début, je les voyais un peu tordre le nez quand ils deviennent ados, etc. Oui. Aujourd'hui, ils se posent même pas la question. C'est comme ça. Et ils savourent, ils comprennent. Oui. Alors, mais ça, il faut relier ça avec une vraie attention à eux. C'est-à-dire, il faut passer du temps avec eux. Oui. Il faut expliquer les choses. Il faut être beaucoup plus pédagogue sur des choses simples de la vie. Et voilà. Et voilà, une meilleure écoute, une meilleure attention, du temps. Le temps que tu n'as pas délivré au moment où tu aurais peut-être dû le faire un peu plus. C'est le temps quand tu es entre 30 et 60 ou 50-50 et surtout si t'as de l'énergie, et j'en avais beaucoup, j'en ai encore un peu, j'espère. Tu es assez égoïste en fin de compte. Dans ta tête, tu l'es pas parce que tu crois que tu fais les choses pour les autres, et c'est vrai, tu les fais pour les autres,
mais tu les fais un peu pour toi aussi. Ton développement, ton épanouissement, aller au bout de tes capacités. Alors tu trouves des excuses, tu dis si je le fais bien pour moi, ça sera forcément bien pour les autres. Mais ça reste des excuses, quoi. Oui. Parce qu'en fait, le temps que t'as pas passé avec les tiens, il se rattrape jamais. Il se rattrape jamais vraiment. Mais il peut se rattraper en qualité. En qualité, peut-être, oui. Oui. Et alors je pense que tous ceux qui nous écoutent, il y a une évidence, c'est que tu es un homme d'action. Un homme d'action qui, comme moi, prend de l'âge. Comment tu vis ce moment où l'action va être sans doute moins importante, moins prééminente dans ta vie? Quel changement ça induit? Comment tu vis ça? Je vais revenir un peu sur ce que je disais avant, c'est-à-dire que je change mes habitudes, je les change pas, je les modifie au fur et à mesure de la prise d'âge. C'est-à-dire que jusqu'à 60 ans, j'ai pas dû faire attention beaucoup à ma santé, par exemple, sauf quand il y avait un accident, quand je me pétais la colonne ou un truc comme ça. Mais ça, voilà. Mais ça je veux dire, ça se traite mécaniquement. Il y a des gens hyper compétents dans le monde médical. Non, tu attaches plus d'importance. En fait, ça me rappelle une devise d'un régiment parachutiste français qui est être et durer. C'est-à-dire que continuer à être ce que tu es avec tes valeurs, mais mettre de la durabilité. Et pour mettre de la durabilité, il faut accepter de plus faire ce qui te faisait plaisir avant et trouver d'autres formes de plaisir. Et voilà, j'en mentionnais un tout à l'heure, c'est-à-dire le temps que tu passes avec les autres, par exemple. Voilà. Et sur le plan de l'action, plutôt que d'aller vers des modes entrepreneuriaux où tu es obligé de t'impliquer avec un objectif de valorisation, pas simplement de tes missions ou de ton travail, mais aussi matériellement, s'investir dans le mode associatif. Voilà. Des gens que tu connais bien, qui sont un peu dans la même perspective que moi, et c'est vrai que tant qu'on a un peu d'énergie, parfois beaucoup, c'est une façon de continuer les choses autrement. Et de mettre de la paisibilité dans ta vie et dans un monde qui n'est pas du tout paisible. Est-ce que tu as l'impression d'avoir gagné en sagesse? Allez, tu vas, vas-y, en toute simplicité. Ose dire. Mais je vais laisser parler mes enfants. Quand je leur pose la question, ils me disent non, pas du tout. Oh, les ingrats. Ils sont ingrats. Moi, je pense que si. Mais oui, j'en suis sûr. Voilà, alors peut-être pour terminer, je pense à tous ceux qui nous écoutent et peut-être des jeunes qui ont des projets et qui sont en phase de questionnement, j'y vais pas. Est-ce que c'est le moment d'agir pour moi? Est-ce que tu as un message particulier que tu aimerais leur partager? Je vais pas leur donner la phrase bateau, mais quand même, il faut toujours croire en ses rêves, surtout quand on a les moyens de les réaliser. Et pour les moyens de les réaliser, il faut d'abord avoir une structure mentale personnelle forte, c'est-à-dire dans toute la période de jeunesse, ne cesser jamais de s'endurcir. Évidemment, si on ne souffre pas de maladie ou de handicap, mais donc du plein air et du sport, c'est très important. Aller vers tout au long de la formation, aller vers des disciplines. J'ai pas de conseils à donner sur la partie technique. Non, bien sûr. Quand les cerveaux sont bien faits, être toujours en phase d'apprentissage, ne jamais négliger le progrès par l'apprentissage, mais aller vers des structures collectives plus que des structures individuelles, et au moins pendant un certain temps de sa vie. Il faut avoir éprouvé le travail en équipe avant de se lâcher tout seul dans un monde différent. Donc, on se construit comme ça. On se construit personnellement par le renforcement physique et qui entraîne le renforcement mental. Aller au-devant des difficultés, c'est-à-dire pas hésiter par exemple à passer ses soirées de Noël ou du jour de l'an avec des associations de gens isolés ou malades, etc. Ne rien négliger de la partie gratuite de ta vie que tu donnes gratuitement aux autres. Il faut toujours qu'il y ait cette partie-là. Si t'as pas ça en toi, t'auras du mal à t'accomplir après. Après, si tu mélanges ça avec les compétences des secteurs qui sont les activités qui sont les tiens, quels qu'ils soient, ça ira très bien, quoi. Ça transforme. Ouais. Ok.
Bah Philippe, le temps est venu de nous quitter. Oui, ça passe vite. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Alors, je savais en démarrant que ça allait être frustrant pour moi parce que tu as tellement de choses à raconter, mais bon, on a eu quand même un très bel aperçu et je retiens cette phrase qui est le titre de ton livre, La morale et l'action. C'est peut-être un beau résumé de Philippe Le Gorvu.